Alors c'est un titre qui a été imposé par Isabelle. Je ne me considère pas comme un spécialiste du numérique. Bon, j'ai travaillé un peu dans le domaine du handicap mental quand il a fallu... on a fait tout un programme dans le canton de Vaud parce qu'on avait trop de contention pour les patients handicapés mentaux. Donc j'ai dirigé cette opération d'intervenir dans le monde socio-éducatif pour lutter contre l'explosivité, l'agressivité des patients. Bon, j'ai appelé ça plutôt explosivité. Et là, on a travaillé avec des vêtements intelligents, avec de l'oculométrie, donc ce qui m'a fait que je me suis intéressé à ce qu'on pouvait faire et travailler en collaboration étroite avec les ingénieurs. J'ai développé quelques applications qui existaient sous forme papier de manière numérique. Donc j'ai accepté le mandat. J'ai accepté le mandat aussi parce qu'avec Yasser Kazal, on a actuellement dans Frontier in Psychiatry un topic sur Computer and Game for Mental Health and Wellbeing, donc où on a une vision un peu internationale de qu'est-ce qui se passe au niveau des développements informatiques dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Donc une chose qui va être extrêmement importante dans les soins, dans la psychoéducation, ça va être l'engagement des patients, la continuité des soins. C'est vraiment les enjeux majeurs parce qu'on sait qu'un faible engagement dans les soins ou les ruptures vont empêcher les patients d'obtenir les bénéfices potentiels des traitements. Et puis, on aura des patients qui seront en refus de soins parce qu'ils n'ont pas de bénéfice du traitement. Donc, on doit développer des alternatives à la psychopharmacologie traditionnelle. Vous savez que dans la schizophrénie, on a 20 à 30% des patients qui répondent que très partiellement au traitement neuroleptique. Ça ne sert à rien d'augmenter les doses parce qu'ils auront plus d'effets secondaires, mais pas forcément d'effets bénéfiques. Vous avez des patients qui ont fait des expériences délétères en arrivant en psychiatrie. Ça a été évoqué par Juliette Martin. Vous savez que dans la schizophrénie, les patients ont plus d'états de stress post-traumatique consécutifs au traitement psychiatrique qu'à la maladie elle-même. C'est-à-dire que si vous recevez un traitement forcé, etc., vous risquez ensuite d'avoir un état de stress post-traumatique et d'éviter d'aller à l'hôpital, d'éviter les soins. On a de nombreuses barrières dans l'accès aux soins. Et puis, c'est vrai que dans la manière dont la psychiatrie se développe, on développe des lieux spécialisés et souvent on rate les transitions entre les lieux. Et ça, c'est vraiment un problème important dans la continuité des soins. Vous savez que le risque de suicide le plus élevé, c'est dans la semaine qui suit la sortie de l'hôpital psychiatrique. Donc on doit développer des stratégies pour améliorer l'engagement, améliorer l'alliance. L'alliance thérapeutique, il y a de nombreuses recherches qui montrent que c'est un prédicteur de réussite en psychothérapie. Et puis les prédicteurs de l'alliance thérapeutique dans la psychose, pour l'instant, c'est d'être avec des cliniciens qui ont une orientation centrée sur le rétablissement, qui ont de l'espoir sur ce qui est possible avec les patients, des patients qui ont un bas niveau d'auto-stigmatisation, donc on doit vraiment développer des programmes d'auto-déstigmatisation, et ça on travaille beaucoup là-dessus avec les pairs praticiens actuellement à Lausanne, et peut-être qu'on aura une application une fois qu'on aura un peu mieux avancé dans le programme. Et puis chez des patients qui ont des niveaux plus élevés d'insight, là il y a pas mal de programmes qui existent pour améliorer la conscience du trouble ou la reconnaissance des symptômes dans la schizophrénie. Donc, une des premières choses qu'on va devoir faire quand on s'occupe de patients, donc moi je ne travaille pas à l'hôpital, je travaille en psychiatrie communautaire, donc dans la rue, sur l'appel des familles ou sur l'appel de l'entourage ou de la police, et bien, les besoins les plus importants, ça va être le logement, les finances. C'est deux sources de stress majeures qui peuvent créer des grosses barrières aux soins. Et puis, on doit développer, surtout pour les patients qui ont eu des expériences négatives, des décisions partagées. Vous savez que c'est le grand... on a tout un programme de développement de la décision partagée. On réfléchit à comment
Est-ce que le patient peut contribuer à son dossier? Vous savez que les dossiers en psychiatrie, ça devient des choses énormes, mais qui restent à l'hôpital psychiatrique. Et quand le patient sort, lui, il reçoit juste une petite carte qui lui donne son prochain rendez-vous, alors qu'il pourrait avoir pas mal de matériel de ce qu'on a construit avec lui et qui lui pourrait contribuer activement au dossier. Je vous recommande le modèle TIDAL, qui est un modèle de soins infirmiers, mais qui est interdisciplinaire, qui permet de construire les dossiers avec les patients. Donc on doit développer la décision partagée. Donc les techniques d'engagement de la continuité, c'est les équipes mobiles, ça c'est important, le soutien des pairs, et dans une revue récente de Liza Dixon dans World Psychiatry, elle soutient aussi l'importance du développement des outils numériques et puis de la prise en compte des aspects transculturels. Une chose qui est vraiment importante, c'est que ces outils numériques devraient être construits avec les utilisateurs et les pairs, et puis inclure très rapidement les aspects transculturels. Donc maintenant, c'est fini l'ère où on développe des programmes psychoéducatifs de son côté, sans le faire avec les utilisateurs. Alors, on est dans l'ère du numérique. Jusqu'à maintenant, l'informatisation des services de soins a surtout servi pour les professionnels et l'administration, notamment la facturation. Donc, c'est utile pour les soins indirects. On a des impacts très lents sur les soins directs. Alors c'est vrai que moi, depuis nombreuses années, je travaille avec WhatsApp, avec mes patients, avec des textos ou des choses comme ça, ou des emails, mais on a peu vraiment d'outils concrets. Il y a une exception qui est le domaine de la remédiation cognitive, où là, la France a un rôle de leadership extrêmement important. Il y a toute une série de programmes informatisés qui ont été développés pour la remédiation cognitive des patients. Et allez jeter un coup d'œil sur notre topic Computer and Game. Les Français ont bien contribué à ça. Donc l'avantage du monde numérique, c'est qu'il permet d'étendre la portée des soins, de réduire les barrières aux soins, de compenser le manque de prestataires de services. On a parlé à plusieurs reprises d'hallucinations auditives. On a très très peu de professionnels capables d'aider les patients par rapport à leur hallucination auditive. C'est terrible, alors qu'il existe des traitements bien validés, efficaces par rapport à ça. Et puis, pour faciliter l'introduction d'innovation. Je vous présente quelques exemples. Une chose actuellement qui m'a beaucoup frappé, c'est un programme qui a été développé par Patricia Digan. Vous connaissez Patricia Digan, c'est une des personnes qui a vraiment lancé le mouvement du rétablissement. C'était quand elle avait 17 ans, elle était hospitalisée, on lui annonçait qu'elle avait une schizophrénie et qu'elle allait finir ses jours dans l'arrière-salle de l'hôpital psychiatrique. Elle avait décidé de devenir docteur pour que plus jamais on dise ça à un patient. Elle est devenue docteur. Elle fait pas mal de recherches. Elle a développé un programme qui s'appelle Best Practice, qui est un programme qui est utile, qui a été démontré comme utile tant pour les patients que les équipes traitantes. Il a été testé, par exemple, dans une consultation de psychopharmacologie, où ce qui se passe, c'est que les patients peuvent donner quelles sont les priorités, les choses dont ils veulent parler durant cette consultation, quels sont les problèmes qu'ils ont. Et ça a été considéré comme efficace tant par les patients que par les professionnels qui pouvaient ainsi mieux organiser leur agenda. Et puis, ce qu'on a vu dans une des études qu'a conduit Pat Digan, que c'était aussi utile pour les patients qui étaient activement psychotiques, parce que ça leur permettait, la forme du logiciel dans laquelle on pouvait formuler ces demandes, permettait d'organiser leurs demandes, et ils considéraient qu'on avait mieux répondu à leurs problèmes qu'on le faisait habituellement. Vous connaissez ELADEB, ça c'est vraiment important dans la phase de moratoire, quand les patients disent qu'ils ne sont pas malades, parce que c'est difficile quand on a 20 ans d'accepter
de nous dire, voilà, vous avez une maladie qui s'appelle la schizophrénie, quelqu'un qui est en bonne santé, il va plutôt dire « je ne suis pas d'accord avec vous ». Alors cette réponse humaine saine, elle est valable pendant un moment parce qu'elle protège l'estime de soi, mais on a quand même besoin d'impliquer et de construire une alliance thérapeutique avec les patients. Donc l'ADEB, c'est un outil qui mesure quelles sont les demandes, quelles sont les difficultés des patients et quelles sont les demandes qu'ils ont, quels sont les besoins qu'ils ont, parce que les patients peuvent avoir des difficultés, les professionnels ont tendance à automatiquement penser que si quelqu'un a une difficulté, c'est à eux de la résoudre, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est un outil qui existe sur téléphone, sur tablette, que ce soit Android ou Apple, qui va passer en revue toute une série de domaines de la vie. Et puis les patients peuvent dire s'ils ont un problème et quelle est l'importance du problème et s'ils ont un besoin d'aide par rapport à ce problème et quelle est l'urgence de ce besoin d'aide. Donc ça, c'est une application qui est utile, qui est appréciée, qui est pratique, surtout pour les équipes mobiles parce que ça vous évite d'avoir beaucoup de papier. L'avantage, c'est que ça vous calcule tout de suite un document que vous pouvez envoyer par mail à votre patient, donc il voit quelle vision vous avez, qu'est-ce que vous avez fait de l'interview que vous avez eue et que vous pouvez joindre au dossier patient. Une autre chose là qu'on avait développée surtout pour le monde socio-éducatif, ce qui se passe en Suisse, c'est qu'un certain nombre de patients maintenant reposent sur le monde socio-éducatif. Et comme ils ne sont pas dans le domaine de la santé, quand ils vont avec un patient dont ils ont la responsabilité dans un foyer, par exemple, le psychiatre leur demande d'attendre à la salle d'attente. Et puis l'éducateur, lui, veut dire « non, mais moi j'ai plein de problèmes toute la semaine avec mon patient », puis les psychiatres ne les prennent pas au sérieux. Donc on a développé cette échelle de l'évaluation de l'expérience psychotique. Comme les éducateurs ne sont pas censés avoir des connaissances sémiologiques, on passe avec le patient l'instrument et ça va mesurer quelle est la conception de la maladie pour le patient, quelles sont les causes pour le patient, quel est le pronostic que le patient voit, son problème de santé, quels sont ses symptômes, quels sont ses comportements de recherche de sécurité qui vont l'empêcher de s'autonomiser et de se rétablir. Et on a vu que quand les éducateurs arrivent avec ça dans le cabinet du psychiatre, ils sont reçus avec le patient et qui sont considérés comme des interlocuteurs. Vous avez, Juliette Martin a parlé tout à l'heure des fiches types. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur votre téléphone. Vous tapez TIPP. Si vous rajoutez TCAP, vous avez plus de chances de tomber tout de suite dessus, TECA2P. Et vous pouvez télécharger ça, ça a été très utile en tout cas pour les patients et aussi pour, quand on fait des journées de la schizophrénie, pour les adolescents, de pouvoir se familiariser avec la maladie et ses conséquences, son rétablissement, etc. Il existe des programmes psychoéducatifs en ligne. Par exemple, vous avez ce programme SOAR qui est donc les ressources accessibles sur la schizophrénie en ligne, où les patients peuvent venir s'informer, et ça a été testé, on voit que ça peut diminuer les symptômes positifs, améliorer les connaissances des patients par rapport à des gens qui n'ont pas reçu cette intervention-là. Vous avez des sites pour traiter les hallucinations auditives, qui conduisent à des améliorations de la sévérité des hallucinations. Donc il y a des choses qui se développent. Une chose en effet qui se développe de plus en plus, c'est les avatars. Et ce qu'on voit là, il y a une jolie revue de la littérature de Rem et collaborateurs qui est sortie il y a 2 semaines dans notre topic sur les avatars et les avantages des avatars dans la relation interpersonnelle. Ce qu'elle voit dans sa revue de la littérature, c'est que les avatars facilitent le développement d'une alliance thérapeutique, surtout si l'avatar est opéré par le clinicien. Vous savez que pour les hallucinations auditives, on utilise beaucoup. Le patient construit son avatar, il choisit
la voix. Et puis le clinicien va faire le contenu de l'avatar, mais il a un bouton où il peut redevenir soignant. Et quand il voit que le patient se soumet trop à son avatar, il peut venir le coacher pour qu'il puisse répondre à son avatar et reprendre le dessus sur l'avatar. Ça réduit les barrières à la communication. Les patients vont beaucoup plus parler à un avatar qu'à un thérapeute. L'avatar a moins de chances d'augmenter la dose de traitement neuroleptique. Promouvoir la recherche d'aide, c'est-à-dire que vous avez des avatars en ligne parce que les patients restent anonymes. Ça promeut l'expression de l'identité du patient et ça permet aux thérapeutes de contrôler et manipuler les stimuli thérapeutiques. Donc c'est une chose qui est intéressante. Donc, comme je disais, les outils doivent être construits en partenariat. Ça, on a très très peu de travaux là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que si les usagers ont été impliqués, quelle que soit la maladie, mais que ça soit aussi des troubles psychiatriques, ça augmente le succès. Ça crée une nouvelle interdisciplinarité, parce que vous avez l'habitude de travailler entre différents types de professionnels. Quand vous commencez à travailler avec des programmeurs ou des ingénieurs, vous entrez dans d'autres dimensions. Les programmeurs, les ingénieurs sont très particuliers. Par exemple, ils mettaient 3 mois pour me faire un logiciel qui me permettait de voir qu'est-ce qui se passait au niveau de la variabilité cardiaque des patients sur mon téléphone. Et puis alors, ils me le donnaient, j'allais le chercher, on installait tout. Puis il m'appelait 2-3 jours après en me disant « Alors, c'est quoi les résultats ?» Comme s'il croyait que nous, on doit les former à apprendre que nous, il nous faut des semaines pour obtenir des données, les tester, pouvoir leur répondre. Donc il y a une nouvelle interdisciplinarité qui doit se créer. C'est important de bien leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, d'utiliser un langage simple. C'est important s'ils voient des patients, donc qu'ils puissent discuter directement avec les patients, qu'ils puissent voir comment les patients manipulent les instruments. Il n'y a pas de bon modèle pour l'instant. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Il y a des grosses variations selon les populations. C'est vrai que si vous faites des programmes pour adolescents ou pour enfants, vous allez en plus devoir impliquer les parents ou obtenir les autorisations des parents pour les adolescents, en tout cas. Donc, au niveau des enjeux pour les professionnels, donc, ce que je pense, dans ce que j'ai vu pour préparer cet exposé, c'est que les outils numériques peuvent soutenir l'alliance thérapeutique, faciliter l'accès aux soins, pallier au manque de mobilité des professionnels. Ils requièrent cette nouvelle interdisciplinarité qui nécessite des adaptations. Ils ont le problème que toute innovation dans le domaine de la psychiatrie est très très difficile. Vous savez que le monde psychiatrique est un des mondes les plus résistants au changement et qu'on compare souvent les stratégies pour introduire des innovations dans le monde psychiatrique. On regarde ce que font les paysans du Middle West américain et on les prend comme modèle parce qu'ils ont aussi beaucoup de peine à changer. Alors on regarde comment les vendeurs de moissonneuses-batteuses ou de nouvelles semences font pour convaincre les paysans à changer de moissonneuse-batteuse. Et puis, on applique ça sur la psychiatrie. Mais c'est surtout lié au fait qu'il y a le problème de la stigmatisation. Si un directeur d'hôpital n'introduit pas une innovation, il peut le dire fièrement, il aura jamais on ne parlera jamais de lui en première page du journal. Si vous êtes dans un hôpital général puis que vous dites non, je ne vais pas prendre ce nouvel appareil qui guérirait 50% de plus de cancer, personne n'ose le faire. Donc, parce que là, le directeur de l'hôpital, il va perdre sa place. Mais parce que comme les gens s'en fichent un peu des patients psychiatriques, c'est très difficile d'introduire des changements. Et puis, vous avez aussi toujours cette compétition. Les hôpitaux psychiatriques gardent des structures très hospitalières, quoi, les départements de psychiatrie, où ils ont été rattachés dans des grands hôpitaux. Ils ont été réduits, parce que la psychiatrie, ça devrait être la moitié des hôpitaux épidémiologiquement parlant, mais on les a réduits, on les a mis sous pression, on les a mis sous le chapeau de grands hôpitaux de soins généraux, où il y a très très peu de place pour les modifications et les changements. Par exemple, moi je m'occupe d'équipes mobiles dans le soutien à l'emploi, dans le suivi intensif dans le milieu. Les infirmiers doivent encore rentrer le soir à la consultation pour mettre dans l'ordinateur ce qu'ils ont fait avec les patients,
parce qu'on ne veut pas leur donner des tablettes ou des ordinateurs portables qui puissent faire ça directement chez le patient. Et c'est très difficile pour les hôpitaux d'avoir une vision de santé publique. Je vous remercie de votre attention.